Du coup, Jim Jarmusch, ce que je connais de lui. Alors, j'ai vu beaucoup trop tôt, il faudrait que je revoie l'importance de revoir les films. Only Lovers Left Alive. Pourquoi je l'ai vu? Parce que c'était l'époque où j'étais abonné et que j'étais très influençable à In the Panda et tout ça. Donc je l'ai vu genre à 16 ans, je l'ai vu beaucoup trop tôt et je suis passé totalement à côté. J'étais pas assez aguerri dans ma cinéphilie. Enfin, je vais dire une phrase de merde. Hein. J'étais pas assez aguerri dans ma cinéphilie pour pour que ça me prenne. Et donc je suis totalement passé à côté, je me suis fait chier, j'ai pas aimé. Et au cinéma, j'ai vu The Dead Don't Die, qui était un délire un peu bizarre, chelou, drôle, qui maniait le non-humour et la référence bizarre, un peu en étant déconnecté, mais en étant un peu nul. Donc mes premiers contacts avec Jarmusch n'étaient pas bons. Il y a les premiers films de Jarmusch, et je me suis dit, allez, je vais les tenter, faut quand même les voir, et ça a l'air bien. Et du coup, ça commence avec Strangers Than Paradise. Donc Jim Jarmusch, de ce que j'avais en tête, c'était film ricain, ricain, ricain. Je savais pas du coup de quoi ça parlait les autres Jarmusch, mais je savais que c'était un truc assez musical. Film important, indépendant, cool, tu sais, le truc un peu hipster branché. Et donc je savais pas trop quel était le cinéma de base de Jarmusch. Donc je lance, du coup c'est son deuxième film, j'ai pas vu Permanent Vacation, du coup j'ai commencé avec Strangers and Paradise qui était sur Mubi. Et déjà là, en vrai ça devrait me plaire. C'est un film, globalement Jarmusch et ça, c'est des films d'errance avec un beau noir et blanc où c'est des gens qui sont coincés dans leur quotidien de merde. À un moment, t'as la cousine d'un des. Du coup, c'est un trio de personnages. Hein, il n'y a pas vraiment de personnage principal. Du coup, t'as le perso de John Lurie, qui est un habitué de Jarmusch, qui est un immigré hongrois, voilà, vous voyez. Et à un moment, il y a sa cousine qui vient chez lui pour le visiter aux États-Unis, visiter sa daronne. Et voilà, et puis ils vont aller visiter leur daronne, sauf qu'ils voilà, ils se font chier en Amérique. Et puis, et il y a leur pote aussi qui est joué par Richard Edson, qui va les rejoindre dans l'Amérique. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, ces gens, ils se font chier. Du coup, les 40 premières minutes du film, c'est vraiment eux qui se font chier dans l'appartement. Et c'est découpé par, j'imagine, par jour, parce qu'en fait, chaque séquence, ça commence et ça termine par un fondu au noir. Et au début du film, t'as genre. T'as plein de séquences, souvent en plan fixe, où ils se font chier, fondu au noir, ils sont encore dans l'appartement, ils se font chier, etc. Et donc il y a un truc qui est vraiment pas mal, qui crée cette chose-là que j'aime bien. Et après, ça, ils vont partir dans deux endroits des États-Unis différents. Un endroit, j'ai plus le nom, hein, j'ai plus les noms des États en tête. Hein. Un endroit où il neige, où c'est moche, où c'est nul. Voir la daronne. Et ils vont à la daronne. Et après, ils vont aller prendre des vacances à Los Angeles ou à San Francisco. Je crois que c'est Los Angeles. Ou Las Vegas, un truc comme ça. Et là, c'est l'été, donc c'est complètement différent. Ils sont enfermés dans l'appartement, ils vont dans la neige, et après dans l'été, il y a déjà ce côté de Jim Jarmusch où il va explorer tout le continent américain. Un peu comme les frères Cohen, je trouve. Je trouve qu'il y a très ce côté-là, même dans le ton, qui est très décalé, bizarre, mais réaliste quand même. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu le décalage où c'est des gens, beaucoup aussi des marginaux, qui sont un peu décalés, mais pas trop, pour que ça soit assez réaliste et mais avec un peu la bizarrerie du quotidien. Il y a toujours un mec un peu bizarre que tu vois, que tu croises dans la rue, que tu reverras jamais, et c'est très ce truc là, Germouche, c'est l'éphémère. Mais voilà, Strangers in Paradise, au bout d'un moment, ok, ça arrive, mais voilà, ça va pas plus loin que ça, et un peu répétitif, et ouais, je suis pas à fond dedans. Donc je suis pas non plus hyper convaincu, mais c'est un bon film. Ça vaut le coup d'être vu. Surtout pour la photographie. Don Bailo, du coup, je connaissais pas du tout l'histoire. Enfin, en vrai, je connaissais rien de la première filmographie. Moi, je connais Jim Jarmusch, je vois un peu de quoi ça, qu'est-ce que c'est à partir de Ghost Dog et de Deadman. Mais sinon, avant, je connaissais pas du tout. Et du coup, je découvre Don Bailo, qui est pareil, il va travailler le côté éphémère d'une rencontre où en gros, c'est trois personnages, trois marginaux. Donc, d'ailleurs, vous m'en voudrez pas, hein, mais j'ai cru pendant tout mon visionnage que lui, là à gauche, du coup, qui est joué par Tom Waits, un musicien qui apparaît dans la musique et qui fait de la musique et tout, et dans d'autres films de Jarmusch. Et j'ai cru que j'étais en mode, wesh, ça fait bizarre de voir Ron Perlman tout cuss comme ça, ça fait bizarre de voir Ron Perlman tout jeune, tout mince. Bah, c'est pas Ron Perlman, c'était Tom Waits. Donc voilà, j'étais un peu con. Jarmusch sur le papier, ça a tout pour me plaire, mais dans les faits, ça me touche pas du tout, faudrait que je réessaye. Bah, franchement, je te dis, Don Bailo, moi je recommande. Et puis les autres films que je vais parler après, je recommande. Un musicien qui fait de la musique, oui, mais t'as compris ce que je voulais dire.
Bah non, non, le mec de Eraserhead, c'est pas du tout. Je trouve, mais il a la même coiffure. Et du coup, tu joues. Du coup, il y a Tom Waits qui joue une sorte de mec paumé qui se fait un peu entubé, où il doit conduire un véhicule, sauf que dans le véhicule, il y avait un cadavre et du coup, il se fait embarquer par la police. T'as John Lurie, du coup, qui était dans Strangers Than Paradise. Jack, qui est un proxénète, et un proxénète qui a l'air plutôt un proxénète plutôt sympa, même si c'est quand même un milieu marginal et bizarre et tout ça, et qu'il exploite des meufs, mais bon, vas-y, ça a pas l'air d'être trop un connard. À un moment, on lui tend un coup, il dit ah, regarde, j'ai trouvé une meuf et tout, super sympa, va la rencontrer. Et en fait, c'est une gamine de 14 ans et il se fait choper par les flics et il se fait monter et du coup, bah, il se fout en 11. Et t'as Roberto Benigni, tu sais pas ce qu'il fout, c'est un mec qui parle italien et un peu mal anglais, il est dans la même cellule qu'eux, et puis il a tué un mec sans faire exprès. Et voilà, et les trois vont dans la même cellule et vont s'évader. Et voilà, ils vont s'évader et après, voilà, ça se termine. Franchement, je spoil le film, mais c'est pas un film qui se spoil, tu vois. Ils s'évadent, ils sont en cavale et ils se séparent et ils vont chacun dans leur coin et fin du film. Et franchement, Don Bailo, c'est son côté éphémère, le côté petite aventure qui finalement se termine plutôt bien pour les personnages, qui moi je trouve hyper touchant parce que c'est ouais, une amitié qui naît de quelque chose de gens qui ne devraient pas se parler, mais qui se retrouvent par la force des choses et qui tissent des liens un petit peu, petit à petit. Et c'est hyper touchant et hyper bien joué, vraiment bien filmé. Pareil, c'est toujours des débats. Attends, je vais pas montrer Stranger Paradise, mais c'est vraiment mon problème. Hein. Je suis vraiment un très mauvais streamer. Hein. Franchement, je mériterais qu'on me banne, je pense. Alors, attends, oh putain, oh là là, je vous assure, la version sur Mubi est nette. Hein. Là, c'est un noir et blanc. Non, mais il n'y a pas une version meilleure qualité là. Parce que là, c'est grave. Hein. Même si ça rajoute un cachet, hein, mais c'est pas HD. Non, non, il y a une version remasterisée beaucoup plus belle. Hein. Ah ben voilà. Hop. Ah voilà, ça ressemble à ça le film que j'ai vu. Et donc, voilà, c'est un noir et blanc magnifique. Pareil, Jarmouche va beaucoup faire des magnifiques travelling. Ça, c'est un peu une signature qu'il a. J'ai l'impression c'est de faire des très beaux travelling hyper doux, hyper smooth, hyper qui vont épouser toute la ville parce que c'est un réalisateur qui a beaucoup filmé la ville et le contexte dans Strangers Than Paradise, il filme beaucoup l'appartement où ils vivent les gens. Et du coup, ça a beaucoup filmé la ville, le vide américain, mais des fois la ville, dans ce cas-là aussi d'impression et de beau. Bah non, non, non. C'est Tom Waits. C'est Don Bailo toujours là. Et t'as ce dynamique de groupe qui se crée entre les trois personnages. Et c'est un film qui est assez drôle d'ailleurs. Et ce que j'adore, c'est que du coup c'est les deux durs. Et Benigni joue plus une sorte de grand gamin, un mec un peu naïf. Enfin, il l'est. Sauf qu'en fait, c'est lui qui va faire le lien entre les deux personnages parce qu'il apporte vraiment une légèreté, une bonhomie qui est super belle, super mignonne. Et il y a un moment où ils se séparent et les deux peuvent pas survivre l'un sans l'autre. Et en fait, c'est Benigni qui va les ramener parce qu'en fait, il est tellement naïf et un peu con, mais sauf qu'il fait les choses bien. Et il fait vraiment une cohésion de groupe et ça crée vraiment quelque chose qui est une petite pastille dans leur vie. Tu vois, c'est un peu une quête secondaire dans leur vie à chacun. Sauf que c'est le film. Et c'est ça que j'aime trop. C'est ça que j'adore. C'est que ce qui devrait être un petit post-it dans leur vie pour après avoir le film qui commence, ben c'est ça le film. Et c'est ça qui est beau et qui est touchant et qui est vraiment bien foutu dans Don Bailo que je recommande. Et qui en plus visuellement, vous avez vu le trailer, est magnifique. Putain, les recommander les miniatures de requins, c'est une dinguerie. Hein. Ensuite vient Mystery Train de Jim Jarmusch, lol. À regarder Poisson Lucie, machin, il y a des japonais dedans, vous allez pouvoir regarder le film. Qui est un film qui va filmer Memphis. C'est ça, hein, c'est Memphis. Et là, par contre, ce qui est trop bien, il n'y a pas un trailer en HD. Oh là là, c'est chiant là. Bon, allez, on va laisser ça comme ça. Le film est plus beau en remaster. C'est sur 3 points de vue différents dans une seule et même journée. En gros, tu suis un couple de japonais matrixés par Elvis Presley, etc. Et que Memphis est une ville importante pour la musique américaine.
Et du coup, tu as le couple qui va visiter cette ville. Ensuite, tu as une Italienne qui a un problème de correspondance, donc elle doit rester à Memphis quelques jours, ou en tout cas une nuit, en attendant de pouvoir être récupérée. Et ensuite, à la troisième histoire, c'est des mecs qui vivent à Memphis et qui, il y a un truc qui se passe mal une nuit, et puis voilà, ils ont une vie de merde, et en plus il leur arrive un truc de merde, et ils essayent de s'en sortir toute nuit. Et du coup, le film c'est sur la même nuit, et du coup tu vas avoir des éléments qui reviennent l'un à l'autre. Et oui, Buscemi. euh, et voilà, donc il y a un truc qui se correspond, qui se rejoint pas vraiment, mais qui se correspondent. Et moi, ce que j'adore dans ce film, le film du coup qui est super bien, c'est que pareil, il y a ce côté un peu Cohen, mais du coup qui est manipulé par Jarmusch. Hein, c'est un côté un peu ironique, bizarre, en mode c'est réaliste, mais les personnages ont un petit côté un peu foutraque bizarre, qu'en fait que il y a un peu un absurde du quotidien qui se met en place, et qui est mis en place justement parce que le contexte de vie est déjà bizarre. Genre en soi, Memphis c'est vraiment une sorte de no man's land. Et aussi, autre truc qui est très intéressant dans ce film, c'est que ça va du coup te parle de Memphis, mais à travers des regards différents. Et c'est pas pour rien que par exemple le premier couple japonais, c'est des gens, ils sont trop contents de ta Memphis, ils sont c'est la classe. Oui, j'ai adoré Barton Fink, j'ai adoré. C'est un des meilleurs Cohen. T'as le couple japonais qui sont trop contents, qui sont vraiment en mode oh les États-Unis, c'est la classe des États-Unis, c'est trop bien. Et ils sont trop, les deux sont, enfin la fille est toute pétillante, toute mignonne, toute vivante, et l'autre il est en mode aura farming à chaque fois. Et ils sont vraiment putain, trop classe Memphis. Et plus tu avances dans les histoires, et plus c'est déréalisé. L'italienne, elle a pas envie d'être là. Elle a quand même des rencontres sympas et genre de trucs, mais elle a pas en mode bon, c'est un peu un taudis cet endroit, bon, je me casse, mais bon, c'est pas grave. Et quand tu vas être aux Américains natifs, eux, ils ont vraiment des vies de merde, c'est vraiment des white trash un peu, et il leur arrive de la merde, et leur enjeu, c'est de se barrer de cette ville parce que c'est de la merde, il y a rien à y faire. Donc c'est vraiment cool. Et à travers, pareil, visuellement, c'est toujours trop clair. Voilà, là, en aura farming, là. Regardez, vraiment, il est en aura farming tout le long, c'est trop, c'est trop bien. Et, euh, et ça en fait un film qui est vraiment cool, il y a un côté nostalgique sympa de ce qu'il y a de beau et de magnifique avec l'Amérique, et qui en même temps, c'est nul à chier comme pays, quoi. Et c'est trop bien. C'est trop bien. En plus d'être visuellement très très beau, et là la version remasterisée est beaucoup plus belle que ce que vous voyez au trailer. Et je vous recommande ce film. Mais surtout, Jarmusch. Et là, je m'attendais, comme toujours, à avoir des a priori. Je m'attendais à me faire chier sur le film suivant. Et en fait, c'est mon film préféré que j'ai vu de Jarmusch pour l'instant. Night on Earth. Et là, toujours, un auteur, film d'errance, film qui filme un peu à sketch, de multiples villes, de multiples habitants de ces villes, un peu marginaux ou pas. Et là, donc, Night on Earth, qu'est-ce que c'est ? C'est littéralement 5 nuits, ou la même nuit, mais à plusieurs étapes. Genre, t'as le début de soirée, t'as la nuit, etc. Dans 5 villes différentes dans le monde. Et oui, il y aura un Giancarlo Esposito qui joue incroyable, qui est incroyable dedans, qui a rien à voir avec le perso de Breaking Bad. Hop. Et donc, Juan Carlos Esposito, voilà, il joue. Et en fait, voilà, c'est 5 nuits, la même nuit dans 5 villes différentes. Et à chaque fois que tu passes d'un segment à l'autre, du coup, c'est un film à sketch. T'as 5 sketchs. Et à chaque fois que tu passes d'un film à un autre, tu avances de genre 30-40 minutes, quoi. Et le film, j'ai été trop dedans. Le film dure 1h50, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Chaque segment est différent l'un de l'autre. Chaque personnage, chaque trajectoire est drôle et attachant. T'en as d'autres qui sont plus dans la comédie que d'autres. Lui, il est beaucoup plus dans la comédie. Pareil pour le truc avec Ron Carlo Esposito, mais les premiers sont sympas. Il y a du beau monde. Mon préféré, je pense, c'est la France. Là, ça, c'est la France. Avec Béatrice Dalle qui joue une aveugle et le conducteur qui flash sur elle et tout ça, alors que le mec est renfermé. En fait, voilà, et c'est que des trajectoires de personnages au cours d'une nuit. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que, comme il y avait avec Don Bailo et un peu Mystery Train, c'est que c'était des rencontres éphémères, des petits pastis dans la vie. Pareil, la fin du premier segment avec Winona Ryder est sublime. Enfin, je vais juste dire ce qui se passe avec Winona Ryder pour que vous voyez un peu le ton du film.
En gros, Winona Ryder, bah, c'est une mécano, etc. Enfin, c'est une meuf taxi qui veut être mécano. Et elle prend dans son taxi une directrice de casting qui est jouée par, j'ai oublié son nom, par celle qui était la femme de Cassavetes. Je crois du coup c'est une grande actrice ricaine. Et du coup elle fait la course et du coup tout le film c'est des dialogues dans le taxi. Le seul moment où tu sors du taxi c'est au début et à la fin. Et sinon tu restes dans le taxi donc c'est plein de plans un peu différents et tout ça. Et des fois des plans de la ville, des gens qui roulent. Et c'est hyper bien rythmé, c'est hyper intéressant. Et tu découvres les personnages qui y sont à chaque fois. Donc c'est pour ça que je vais pas dire qu'est-ce qui se passe dans chaque segment, parce que ce qui compte c'est d'apprendre qui sont les personnages, leur histoire, leur réaction, leur personnalité, et comment ça... dans une ville la nuit, et en plus c'est trop bien filmé, c'est trop beau. Et du coup voilà, le casting, voilà, Gina Roland, qui va du coup parler avec Winona Ryder, de parler d'elle et tout ça, pendant qu'elle est au téléphone avec un mec pour trouver des meufs pour un casting de film. Et en fait elle va flasher sur Winona Ryder, en mode putain, il y a un truc. Elle est en mode attends, je te rappelle, il y a un truc. Et du coup elle parle avec Winona Ryder, voilà, ça parle de ça. Et à un moment, elle le dépose. Et après, à la fin, elle dit attends, je vais te proposer un truc. Elle lui parle du casting qu'elle a vraiment flashé. Et t'as Winona Ryder qui lui dit bah non, moi j'ai ma vie dans ma tête. Enfin, moi j'ai envie d'être mécano. C'est ce que j'ai prévu, etc. J'aime bien le cinéma, j'aime bien le film. Mais j'ai envie de vivre cette vie-là que j'ai envie de mener. Tout est bien dans ma tête. Je suis pas fait pour être une star. J'ai pas envie d'être une star. Et, euh, et je vais. Et voilà. Et du coup, elle dépose les affaires de Gina Roland et elle s'en va dans son taxi. Et Gina Roland la regarde, elle sourit et elle reprend ses valises, elle va chez elle et fin du sketch. Et c'est trop beau. Et du coup, c'est plein d'histoires qui sont vraiment différentes et des fois plus ou moins sombres, genre celle de Benny Pellew en Italie là. Je vais pas dire ce qui se passe, mais c'est un peu plus macabre, c'est un peu plus humour noir, un peu plus absurde. Mais il y a toujours quelque chose de très beau là-dedans. Le segment de Paris est magnifique, celui à Helsinki est vraiment, vraiment pas mal. Ils sont tous bien, hyper bien interprétés, hyper bien filmés, et j'ai vraiment adoré ce film. Et en plus, pour revenir sur le premier segment, ce qui est magnifique, c'est de faire un film, de faire une trajectoire sur ne pas être une star, être dans sa vie déjà rangée, de déjà savoir ce que tu fais, de suivre tes rêves, et un rêve qui est simple, alors que t'as ce qui filme, les personnes qui filment, c'est Gina Roland et Winona Ryder. Winona Ryder qui est déjà une étoile montante, qui a déjà joué dans les Tim Burton là, et tout ça. Et donc la jouer en mode une meuf qui refuse potentiellement d'être une star, etc., de faire sa trajectoire pour suivre quelque chose pour faire une autre vie, et qu'elle joue ça. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui joue avec la vraie vie aussi, qui est magnifique. Et moi je trouve que c'est cette justesse d'écriture, cette profondeur dans chaque segment que je trouve un film vraiment magnifique, et qui est une excellente surprise et un excellent film que je vous encourage à voir. Et là, du coup, s'ensuit 4 ans après Deadman, avec un Johnny Depp qui a déjà eu ses rôles dans des Tim Burton et tout ça, donc vraiment l'acteur immense américain du moment. Et c'est là où ça va amorcer, c'est que là va y avoir un Jim Jarmusch qui va travailler un scénario. Bon, celui de Deadman est quand même un peu plus en retrait. Donc Deadman, c'est un western, pareil, premier film de genre, enfin qui va explorer un genre très marqué du cinéma américain, qui va pas être du film contemporain, du film qui filme le quotidien actuel, avec Johnny Depp et Gary Farmer qui joue j'ai un natif américain, je sais plus c'est quoi le clan, qui a une super gueule, j'aime bien, avec une apparition de Robert Mitchum et tout ça, donc c'est vraiment cool. Et donc tu vas suivre bon là la copie est peut-être pas terrible, mais le film est vraiment beau. Deadman, où t'as ce gars qui arrive, le film commence dans un train, et il va aller à l'autre bout des États-Unis, à Cleveland, où on lui a promis un emploi, il arrive, on lui dit bah non, t'as mis trop de temps à arriver, on a déjà engagé quelqu'un d'autre, et du coup il est perdu dans une ville de merde qui est le fin fond de l'Amérique, parce qu'elle n'est pas encore complètement colonisée. Et voilà. Et il va, par mégarde, tuer quelqu'un d'important, et il se prend une balle dans le cœur, et il va agoniser pendant tout le film, parce que la balle elle est logée de manière un peu bizarre, donc il survit, mais il est en même temps agonisant bizarre. Et il va rencontrer un natif américain, et il va
il va errer. Bon, ça reste quand même un film d'errance. C'est qu'il va errer dans les paysages américains sans but. Vraiment, pour le coup, c'est à un moment, il lui dit, mais on va où au natif américain, et il lui répond, on y va juste. Et ça, c'est déjà ça. Et en parallèle, voilà, tu as ces trois-là qui sont des chasseurs de primes qui vont le chasser. Voilà, le scénario quand même, il y a un scénario, mais bon, ça reste quand même un film errance, tout ce que tu veux, assez minimaliste. La qualité du film, bon là, je vous dis là, le thriller, il est la tête de nez, ah bah, il joue bien le tête de, ouais, il est vraiment bien dedans quoi. Le, le, le thriller là est moche, mais sinon le film il est vraiment magnifique, hein. Je vais peut-être prendre un thriller HD d'ailleurs, Deadman trailer HD, ça va peut-être être meilleur. Euh, Ouais, c'est pas exactement la copie que j'ai eue, mais c'est déjà bien meilleur. Euh, c'est surtout la mise en scène, parce que tu vas avoir un film qui là est beaucoup plus purement par la mise en scène et par oui, par il faut le dire, Jim Jarmusch c'est une cinéaste très musical, et là va y avoir des alors j'ai ah putain non ça, par contre j'aurais dû le noter. Je sais plus c'est qui a la musique. Voilà, Neil Young. Alors moi je connais mal tout ce qui est rock et tout ça, mais Neil Young c'est un grand nom de la musique, et il va faire une sorte de, il va y avoir des notes de guitare hyper lourdes, hyper agressives tout au long du film, et ça te crée une sorte de transe alliée avec ce noir et blanc somptueux, mais aussi ce montage où pareil Jim Jarmusch fait des films très vaporeux où le montage va surtout être avec affaire de fondu, et d'enchaînement un peu bizarre, même dans les séquences un peu d'action, c'est très surréaliste sur comment c'est fait, mais purement par la mise en scène, alors que le scénario, il n'y a pas de fantastique, c'est juste l'ambiance globale de cet ouest américain, enfin je sais pas si c'est l'ouest ou le nord, mais de ce paysage américain absurde en fait. C'est absurde, tout comme il a montré l'absurdité de la ville et des destins croisés dans d'autres films, mais là celui-là est beaucoup plus prégnant, et c'est encore plus fort parce qu'il parle du début de l'Amérique quoi, et l'Amérique se fonde sur quelque chose qui est bizarre, chelou, et pareil le film te miroite avec les chasseurs de primes une confrontation qui arrivera pas parce que tout se délite avant même qu'il y ait la confrontation finale. Donc tu regardes le truc et t'es là en mode un peu un côté hypnotisant de mais c'est une sorte de parcours initiatique, mais l'initiation elle est pas vraiment là parce que Johnny Depp il est juste là à survivre au jour le jour, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est vraiment bien fait, avec des acteurs vraiment cool dedans. Mais comme c'est un parti pris très très fort, j'ai peut-être, je sais pas, le film c'est un très bon. Coucou Morosoro, ça fait plaisir. Du coup j'ai résumé un peu, enfin j'ai dit un peu ce que j'en retirais de la mise en scène et du côté hypnotisant, vaporeux, un peu désespéré, absurde de cette quête qui n'en est pas une, avec des visuels super forts et un montage, moi c'est surtout le montage que je trouve excellent dans les films de Jarmusch, mais celui-là en particulier. Par contre le parti pris, le film dure 2 heures à peu près, le parti pris, une fois passé ça, le film est bien, c'est un bon film, je suis content de l'avoir vu. Peut-être qu'au cinéma, je me le serais plus pris, mais moi, je me suis pas tant pris émotionnellement. C'est-à-dire que j'ai pas vécu quelque chose de plus que je vois quelque chose de bien et d'intéressant. Donc, je m'attendais peut-être à plus me le prendre. Je me le suis pas non plus super pris. Ça reste un bon film, vraiment très particulier, hyper bien mis en scène, avec une musique hypnotisante, mais voilà, je m'attendais à plus. Ensuite vient Ghost Dog. Ghost Dog, film avec Forest Whitaker sur un tueur. Et là, pour le coup, là, il y a un vrai scénario. C'est-à-dire qu'il y a un scénario qui a un début, un milieu, une fin. C'est pas un truc. Il y a un peu ce côté errance, mais voilà, récit de gangster. Et je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu. Et je me suis dit, putain, enfin, je vais voir ce film. Oui, qui réunit des publics très différents. What the dog, man. Et un film qui est un peu culte, qui est bizarrement. Enfin, j'étais en mode, ok, c'est peut-être un Jim Jarmusch qui s'est calmé, qui s'est. Je vais mettre en HD parce que j'en ai marre des trailers sur Sens Critique qui sont tout moches là. Et j'étais en mode, ok, ça va être peut-être un Jim Jarmusch un peu plus tranquille, un peu plus posé, et qui va plus se laisser aller à quelque chose de grand. Mais même pas, c'est un film de Jim Jarmusch pur jus, mais c'est un film qui
a résonné avec plein de gens. Et c'est quand même marrant parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez lent, assez posé, des scènes d'action qui sont assez absurdes quand même malgré tout. Et pourtant, c'est le film avec le plus d'action dans Jim Jarmusch. Il y a quand même assez de films d'action. Et monte un peu le niveau de ton micro peut-être. Oh là, ok. Je vais peut-être baisser la musique. Hop. Voilà. Bah normalement le son est meilleur. Bah là le son est au max. Oh Béranger, bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que ça va? Là je suis en train de parler de la filmo de Jim Jarmusch que je suis en train de me faire en ce moment. N'hésite pas à follow si c'est pas déjà fait, je sais pas si c'est déjà fait ou non. Et du coup oui normalement bah, ceux qui étaient là au dernier moment, bah, vous avez vu que j'ai mis le chat, il y a les alertes aussi qui sont là normalement. Voilà voilà. Bah c'est plaisir que tu sois là Béranger. Ça fait plaisir, bonjour. Donc voilà Ghost Dog. Le scénario c'est c'est Forest Whitaker qui est matrixé, qui est vraiment domo domo, je suis japonais, qui est matrixé par le Hagakure, donc le code des samouraïs, et qui va appliquer ce code-là dans le milieu de la pègre où il va être le vassal d'un mafieux italien qui lui a sauvé la mise à un moment. Et sauf que un contrat se passe mal et la mafia italienne qui l'a engagé veut le buter. Et c'est ça l'histoire, et il va pas se laisser faire et il va passer en mode John Wick. Et déjà Murasuro, oui c'est ça, c'est que chaque film de Jarmusch, il y a une composition musicale hyper importante, et là c'est RZA qui te fait pareil, dans la même lignée que Deadman ou que d'autres films de Jarmusch, quelque chose être euh, qui va être assez ambiante, qui va te créer une ambiance un peu hypnotique, assez bizarre, calme, mais qui va complètement épouser l'ambiance du film. Et là, bah, du coup, comme c'est un noir en Amérique, qui va il va surtout être entouré soit d'autres personnes noires, notamment Isaac de Bancolé, qui est un habitué de Jim Jarmusch, qui est français, qui est aussi dans Nathan Earth, qui va être son meilleur ami, sauf qu'il parle pas français. Enfin, Isaac de Bancolé fait que de parler français et lui anglais, et les deux ne se comprennent pas, mais ils sont quand même meilleurs potes et comprennent ce qu'ils se disent, donc c'est quand même ce côté joli et absurde. Là, il croise RZA à un moment là à droite, enfin, je crois que c'est lui, hein. Euh, il y a quand même ce côté d'appartenance à une culture qui est importante pour tous ces persos. Et en plus de ça, bah, il travaille pour qui? Il travaille pour les mafieux italiens, qui est déjà une marginalité très forte aux États-Unis, quoi. Ah, merci Béranger, c'est cool. Carte de base, le pitch, on dirait vraiment juste un produit dérivé de Wu-Tang Clan à la con, et généralement ça fait un film ultra unique contemplatif. Bah, je ne sais pas quelle est la genèse du projet, mais ce qui est sûr, c'est que le film, c'est pas un film mineur de sa filmographie, c'est un excellent film que j'ai adoré. Bah, toujours, tu vois, il y a ce côté où en fait, Jarmusch, j'aime beaucoup, donc je vais me répéter, le côté légèrement absurde des choses, la mise en scène hyper léchée, hyper belle. Et là, par contre, là, il est plus sur une mise en scène il va être moins dans une mise en scène. Il va faire plus de mouvements de caméra avec la Steadicam, des plans de champ contre champ un peu plus classiques et ce genre de choses, tout en ayant des moments par exemple où il va jouer avec les fondus, avec les moments d'action qui vont mimer la rapidité des réflexes du personnage, mais c'est pas impressionnant non plus, c'est pas du John Wick, il est là pour te montrer que le mec est fort, mais il va pas te faire un film d'action. Ça te montre son professionnalisme et le fait qu'il est plus fort que. Sa force et ses compétences sont déjà absurdes. Et ce que j'adore, c'est que le film va jamais t'expliquer à quel moment c'est devenu autant, il est aussi fort, quoi. Et, faut en parler, Forest Whitaker, qu'est-ce qu'il est classe, qu'est-ce qu'il il porte le film, c'est fou. Et toujours pour rester dans cette absurdité de l'univers, c'est que le film va un peu déconstruire le film de gangster, et surtout, comme Deadman avec le western, où c'est un peu un anti-western, où il n'y a même pas de confrontation finale, que tout se délite avant que les persos se rencontrent, et que finalement tout est absurde, et les scènes d'action sont un peu surréalistes, bizarres. Là, c'est des films de gangsters où les gangsters, ils sont tous ridicules, ils sont bêtes, ils sont idiots, ils sont même un peu attachants tellement ils sont bêtes, tu vois. Et lui, il a une tête de fou et il regarde des cartoons américains comme un con. Enfin, c'est. En fait, limite, quand ils se vengent et qu'ils butent les mafieux, t'es même pas si heureux de les voir parce que c'est des salopards, mais ils sont
un peu drôle, tu sais, t'es en mode, mais c'est même pas des menaces. C'est ça qui est marrant. C'est bizarre de le voir pas chauve. Ah bah, oui, c'est vrai. Fan de la haine de Kassovitz au passage. Ah bah, je suis pas étonné. Les Américains, ils kiffent la haine, hein, globalement. Peut-être ça l'a plus parlé que Deadman, car tu connais mieux les films de gangsters que les westerns. Bah, pourtant, pas tant que ça. Moi, je pense que c'est juste que je préfère l'ambiance de Ghost Dog. Et surtout que Ghost Dog, enfin, il y a parce qu'en fait, Deadman, c'est très en retrait l'attachement que tu as au personnage. Moi, je trouve que c'est très, très. Très. Après, c'est un film qui est quand même très différent. Je veux dire, c'est deux films de Jarmouche, mais Deadman est quand même beaucoup plus austère. Alors que Ghost Dog, il y a plus de chaleur malgré tout. Il y a plus d'humanité. Il y a plus d'humanité. Et que l'absurdité qui te met le milieu de la mafia. Oui, voilà, c'est ça aussi que je voulais en parler. C'est que l'absurdité des codes de la mafia, c'est-à-dire qu'ils ont un mec hyper fort à leur service, et ils décident d'essayer de le buter, sauf que bah, du coup, ça va pas marcher. Et l'absurdité des codes de la mafia revient à l'absurdité en vrai du code de samouraï, parce qu'il applique le code des samouraïs, mais et puis d'autres films, même dans les années 60, etc., de films japonais ont traité ce sujet. C'est qu'en vrai, c'est un code qui est assez fatal, qui est très fataliste, qui prône le sacrifice et la mort, alors que c'est ridicule. Et il y a toutes ces choses-là qui fait complètement corps dans ce film que j'ai adoré. En plus d'être hypnotisant et classe, quoi. Et ça donne tellement envie de manger des glaces aussi. Est-ce que j'ai d'autres trucs intéressants à dire? Si tant est ce que je dis est intéressant, hein. Non, hein. Il y a un caméo du mec qui était dans Deadman qui vient et qui dit la même phrase qu'il dit dans Deadman, connard de blanc. Voilà, ça c'est rigolo. Stupid white man. Comme Naruto. Comment ça, comme Naruto? C'est quoi qui est comme Naruto? Et puis pareil, genre il y a un moment trop drôle où t'as le gangster, l'antagoniste, le mec à gauche là avec des lunettes, c'est un mafieux qui est fan de rap. Et donc c'est juste ça, c'est rigolo, tu vois. La glace, bah Naruto, ça donne plus envie de manger des ramen que de la glace, Naruto. À part la glace bleue là qui partage avec Jiraiya. Et enfin, le dernier que j'ai vu pour l'instant de Jimmy Jarmusch, c'est Coffee and Cigarettes. Et donc là, alors déjà, le projet est déjà un peu particulier. En gros, Coffee and Cigarettes, à la base, c'est pas censé être un film. C'est Jim Jarmusch qui entre en 20 ans, globalement, milieu 80 et 2003, du coup 15 ans, 20 ans, il a fait Coucou Oculos. Après la glace à l'eau de mer, je sais pas si c'est bon, hein. Ça fait plaisir de te voir. La genèse de ce projet Coffee and Cigarettes, c'est qu'il faisait des courts-métrages de 5 ou 6 minutes avec deux persos, pareil, toujours trailer dégueulasse, putain. Avec des persos, des acteurs qui se parlent, qui tournaient, j'imagine, en parallèle de ces autres films, parce que tous les acteurs, quasiment tous, ont joué dans d'autres films de Jim Jarmusch. Et du coup, tu peux deviner quand tu vois le film, qui est une compilation de ces courts-métrages-là, qui tournaient sur 15 ans. Cette compilation-là, elle qui n'était pas censée faire un film. Finalement, on fait un film de 1h30. C'est une compilation de courts-métrages qui est tourné sur 15 ans. Du coup, tu peux deviner quand tu regardes, quand tu as regardé la filmo du début jusqu'à 2003, tu devines en fait dans quel film ça vient. Et des fois, tu vois que c'est juste un délire qui s'est tapé avec des musiciens et ce genre de trucs. Et donc, c'est une compilation de discussions avec des gens qui y prennent du café et une cigarette. Et ce que j'ai bien aimé, du coup oui, du coup ça fait un casting de fou. Voilà, t'as Bill Murray avec RZA et avec le Wu-Tang. Même si c'est pas le meilleur court métrage, j'étais un peu déçu. Qui parle, et en fait c'est ce que j'aime bien dans le film. Donc le film est quand même inégal. T'as des courts métrages qui sont genre, celui-là je le trouve nul, celui avec Benigni, même s'il est un peu rigolo, je le trouve un peu chiant, c'est le premier. Et oh coucou Uptime Jesus, voilà, c'est ça l'alerte. Voilà. T'as plein de situations différentes, et il n'y a pas cette répétition. Chaque non, je crois que c'est quand même écrit, hein. Chaque enfin je crois, hein, il me semble, chaque film est quand même vraiment différent. Des fois c'est juste triste, des fois c'est drôle, des fois c'est juste gênant, mais c'est globalement drôle. Et voilà, enfin je veux dire, je vais pas non plus tergiverser 3 ans là-dessus. C'est une compilation de discussions qui sont vraiment cool. Ma préférée, c'est celui
avec Docteur Octopus là. Elle est géniale parce que c'est gênant et drôle et attachant, mais en même temps un peu triste. Donc voilà, je recommande. C'est un bon moment, ça dure 1h30. Celui avec Kate Blanchett où elle joue deux persos, il est génial. Non, franchement, voilà, c'est bien, c'est drôle, c'est cool. Et c'est suffisamment différent pour que tu te dises pas, bon, celui-là, je commence. C'est pas redondant en fait. Et donc voilà, je recommande. C'est vraiment un chouette moment. Très très chouette moment. Que je recommande. Et c'est bien joué, évidemment, c'est bien joué. Très très bien joué. Et comme je l'ai dit, il y a ce côté, c'est marrant de le faire dans la rétrospective Jimmy Jarmusch. Parce que tu peux deviner à quel moment il vient le film. Genre par exemple, le Docteur Octopus, il joue dans Deadman. Donc tu vois que c'est vers les années vers 95, 96 qu'il a fait ce film. Le moment avec Bill Murray, c'est 2003 parce qu'il a tourné Broken Flower. Donc c'est sympa. J'ai vu son premier film, le premier film de Jimmy Jarmusch, Permanent Vacation. Tellement un premier film que c'est un film d'études. Où pendant il était étudiant et film tourné en mode guérilla où il apprenait sur le tard et tout ça. Et donc très amateur. Tellement amateur et du coup étudiant de cinéma que le film est quand même vraiment pas très bon. L'histoire, elle est très simple. T'as le personnage principal qui est décalé, il délaisse sa petite copine, sa mère, son père est parti, sa mère elle est à l'hôpital psychiatrique, etc. Donc il erre, c'est un marginal, il erre dans la ville, il sait pas quoi faire. Et le film, c'est que ça, c'est une sélection de scénettes où il va rencontrer un personnage et déambuler dans la ville. Et enfin, vraiment, il y a littéralement pas de scénario. Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tu fais un film. Et en plus, moi, j'en ai parlé, je ne vais pas me répéter. Jarmusch, cinéma de l'errance, avec Deadman, Night on Earth, Strangers in Paradise, Done by Law, qui sont très très bien. Et pourquoi ils sont bien? Parce que c'est des persos. Coucou Murasuro. Là, je parle du film de Jim Jarmusch que j'ai vu. Bah oui, c'est moins bon. Du coup, j'ai rattrapé le tout premier et il est pas bien du tout. Oui, bah voilà, c'est vraiment ça. J'espère que ça va, mon Rasuro. Où est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. En fait, le problème, c'est que cette scénette de film d'errance ne matche pas parce qu'en fait, aucune des scénettes n'est intéressante. En fait, chaque rencontre qu'il fait est juste une note d'intention, d'ambiance, et c'est tout. Et tu passes de l'un à l'autre, et le film dure 1h15, il est quand même d'un ennui immense, malgré un début qui est vraiment bien, parce qu'il y a déjà ce côté décalé des paysages et certains plans qui sont vraiment jolis de vide du ville américain, d'une absurdité qui vient du quotidien débile et absurde de l'Amérique, qui est un pays absurde, notamment ces plans-là qui sont les premiers plans du film. Et ça marche bien, et après, voilà, tu te perds. Et le problème de ce film, c'est juste un répété pour Stranger Paradise. Oui, voilà, Stranger in Paradise, qui est Stranger in Paradise, je sais plus si c'est Zan ou In, je confonds avec le jeu FF là. Qui est un film abouti. Moi, je le trouve quand même déjà un peu répétitif et tout ça, mais Stranger in Paradise, il est abouti. C'est un vrai film avec en plus une mise en scène qui est vraiment intéressante. Là, c'est trop guéria, trop amateur pour que tu en aies quelque chose à foutre, même s'il y a un charme. Et le problème, c'est que tu vois que c'est un film d'étudiant ou amateur parce que c'est un film d'errance qui va se dire ok, je veux faire un film d'errance, qu'est-ce que j'articule, qu'est-ce que je fais en fait, je veux faire une ambiance lente et bizarre, comment ça marche, ok, on va faire une rencontre là avec une meuf qui chante parce que ça fait bizarre, et voilà, tu le sens vraiment. Et voilà, le film, je le recommande. Est-ce que je le recommande pas? C'est quand même un objet un peu bizarre, mais franchement, je le recommanderais pas, hein. Franchement, c'est pas grave de pas le mater. Tous les Jarmusch valent la peine d'être vus, mais celui-là, franchement, en plus, oui, là, comme c'est un côté étudiant, c'est sympa. En vrai, c'est sympa de pas commencer par celui-là et de le voir une fois que tu connais un peu sa filmographie. Je pense, j'aurais commencé par celui-là, j'en aurais moins retiré et encore plus détesté le film alors que je l'aime vraiment pas ce film. Donc, en plus, l'acteur est. Après, voilà, il joue un ado à peine pubère. Mais bon, aucun personnage est attachant et ça le rend insupportable, le fait qu'il fait. Non, c'est le prochain parce que du coup là j'ai là
là où j'en suis rendu, le dernier que j'ai maté, c'est Coffee and Cigarette. Et donc, là, je vais reprendre avec Broken Flower et puis après les autres. Je me tâte encore à revoir Only Lovers Alive et Dead Don't Die. Broken Flower de Jim Jarmusch, qui est un film où le film le plus vieux dans One Piece qui fait des arbres là. Le vieux dans One Piece qui fait des arbres, je ne sais pas qui c'est. Jim Jarmusch, du coup, Broken Flower, qui est parmi les films qu'on ne cite que, enfin, en tout cas, que je n'ai quasiment jamais entendu parler de Jim Jarmusch. Personne le cite. Et du coup, j'étais un peu en mode, oula, je vais voir un film un peu mineur, un film peut-être un peu osef, peut-être le film à la con. Souvent, les réalisateurs vétérans, ils ont toujours un film qu'ils ont fait un peu pour rien, un peu pour la thune, un film un peu osef. Carpenter, on a plusieurs, Carpenter à Starman ou ce genre de choses. Après voilà, il y a plein de réals. Koreeda, moi j'aime pas trop son Sword Murder. Enfin, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont des coups de mou. Et du coup, je m'attendais à ça. Et finalement, vous voyez la note. Et ben, c'est un film que j'ai adoré, qui fait partie de ceux que je préfère de Jim Jarmusch, même je dirais. Et donc, l'histoire de ce film, c'est Bill Murray qui est une sorte de don Juan, c'est-à-dire c'est un mec qui a beaucoup, qui plaît aux meufs et qui a eu beaucoup d'histoires avec différentes femmes. Sauf qu'il a l'air d'étranger. Et le film commence, il se fait quitter par sa femme qui est jouée par Julie Delpy. Et il reçoit une lettre d'une meuf avec laquelle il a eu une relation, une lettre qui n'est pas signée, qui lui dit écoute, il s'est passé plein de trucs quand on s'est connus, je suis tombée enceinte, j'ai gardé le bébé, il a 20 ans et il essaye de te chercher. Il te ressemble beaucoup. Donc voilà. Je lui ai laissé un sac avec un petit nœud rose. Tu le reconnaîtras si jamais il vient taper à ta porte. Et c'est là que le film va commencer parce que son voisin qui est joué par. Tiens, j'ai oublié le nom. Enfin bref, son voisin qui est une sorte de détective du dimanche sur internet, va lui dire écoute, pense à toutes les femmes qui t'as eu des relations et va les voir et leur essayer de choper, savoir si c'est elle ou non quoi. Et donc le film est un road trip mi-enquête, mi-voyage dans son passé nostalgique sur des anciennes relations et comment elles ont évolué. Et pourquoi j'ai adoré ce film ? Déjà, pourquoi il y a un gros écran noir de merde Pourquoi j'ai adoré ? Bon, déjà, il y a la mise en scène de Jarmusch qui est toujours, je trouve, élégante. Oui, voilà, élégante et qui va être dans un registre assez lent sur le Bill Murray qui est tout seul, qui en plus joue un personnage vraiment impassible, qui va fouiller dans son passé et qui va découvrir aussi plein de notes d'absurdité, c'est-à-dire que en fait, il va y avoir des meufs qui ont totalement changé et d'autres qui sont un peu restées les mêmes. T'as notamment une scène où t'as une meuf qui était une ancienne hippie qui en fait est coincée dans une vie nulle, chiante, avec un mec promoteur immobilier. Enfin, vraiment, elle est dans l'enfer, banlieue ricaine, classe moyenne haute. Et tout le film, chaque rencontre joue avec ces silences, ces zones de vide, ces zones d'ombre où tu interprètes les choses, tu interprètes sur comment elle réagit face à Bill Murray qui arrive, comment elle réagit à tel élément, à tel truc qu'il dit, comment lui-même est surpris de telles informations. C'est-à-dire qu'à un moment, Bill Murray, il va chez la hippie là, il sonne et il est surpris en mode pourquoi tu es dans ce quartier-là, dans cette maison-là. Mais ça, tu apprends plus tard que c'était une ancienne hippie et ce genre de choses. Et moi, c'est ce que j'adore dans ce film-là, qui en fait te fait une sorte de poème un peu triste sur le passé et de quelqu'un qui est lui-même passe à côté de sa vie parce que Bill Murray au début c'est vraiment un peu une drama queen, genre il se fait jarter et il écoute des musiques funèbres tout seul dans son appartement qui est pas ouvert et ce genre de choses. Donc ça rend le côté un peu drôle aussi, qui fait que ouais, moi j'ai vraiment adoré ce film là, en plus d'avoir une fin assez étonnante. Je m'attendais vraiment pas à cette fin là et une tristesse de ouais, en fait il est complètement dans le flou, autant sur l'enquête qu'il veut mener que
émotionnellement sur sa vie, qu'est-ce qui branle quoi. Et moi j'ai trouvé ce film vraiment beau, qui vaut la peine d'être vu et qui est bien joué en plus. Donc je vous recommande Broken Flower. Personne parle de ce Jim Jarmusch là. Moi je le trouve super beau, avec une photographie plutôt élégante. Voilà, je vous le recommande. Il y a juste un moment des scènes, de sorte de flashback de la journée qu'il a vécu, parce qu'en fait quand il dort, il repense à des moments précis qu'il a vécu. Et là c'est vraiment les années 2000, parce que le film date de 2005 là. C'est vraiment les années 2000 avec des effets dégueulasses, des talos dégueulasses, et ça c'est le truc qui a le plus vieilli du film, qui sinon est super beau. On enchaîne avec un peu un shift, là je trouve, dans Jim Jarmusch. Ah non, si, aussi dans Broken Flower, et ça revient aussi avec tout ce que je vais dire avec la filmographie de ce réalisateur-là, c'est que c'est un réalisateur qui va explorer toute la géographie américaine, comme on peut voir dans Mystery Train où il va à Memphis, Night on Earth où il va dans plusieurs villes américaines, mais aussi dans tous les genres en fait cinématographiques. C'est-à-dire que en fait Jim Jarmusch, il a quasiment fait un genre différent à chaque film. Il a fait du film d'évasion. En fait, c'est ses premiers films qui restent dans la même tonalité, mais dès Don Bailo, qui est son troisième film, on est sur un film d'évasion. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un film, là il fait Mystery Train, qui est là pour le coup un film drama et ce genre de choses. Sauf qu'après, il est sur le film à sketch. Ensuite, il est sur le film de western, film de gangster. Et là, une sorte de drame, comédie dramatique, romantique et d'enquête. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il va sortir des États-Unis. Il fait The Limit of Control en 2009, donc 4 ans après, qui là est un film qui se passe à Madrid, enfin plutôt en Espagne, et où il y a toujours ce côté errance et ce côté road trip, voyager dans une terre, dans un territoire. Où là, alors là, là, il change totalement là, il switch d'ambiance. On n'est plus sur un côté légèrement absurde, de personnages qui sont en quête de quelque chose, comme dans Deadman ou Ghost Dog, ou de tous les autres films. Là, on est sur un trip très particulier où tu suis Isaac de Bancolé, du coup, qui joue le marchand de glace dans Ghost Dog, qui est une sorte de tueur à gages qui doit faire une mission. Et ça se passe en Espagne. Et globalement, le film, on s'arrête là parce qu'on est une sorte de non-narration, de non-histoire, où c'est un film très particulier, très lent, très contemplatif, d'attente pure et d'abstraction, qui en fait un film qui est quand même un peu compliqué, je trouve, à appréhender et à mater, de par son côté abstrait trop présent. Là, pareil, toujours les bandes annonces ne rendent pas honneur au film, mais la photographie est vraiment super, super, super belle. C'est non, pas du tout. C'est vraiment un film de Jarmusch, mais là, il va switcher, comme il fera avec Lovers Left Alive, sur une sorte de réflexion sur l'art et sur le cinéma hollywoodien. Et du coup, il prend le genre du film thriller d'assassin, d'homme de main, comme peut y avoir avec, je sais pas, genre Collatéral ou d'autres films de thriller avec un professionnel comme ça, pour te garder que les moments d'attente, de contemplation et avec des procédures et des éléments récurrents. C'est-à-dire que à un moment, il va beaucoup s'échanger des messages par boîte d'allumettes et il va lire le message et l'avaler. Et ça, tu vas le voir une dizaine de fois dans le film. Et ça te crée une sorte de transe et à chaque fois, il passe d'un moment à un autre et tu comprends pas. Enfin, t'as beaucoup ce moment très jarmouchien où tu vas remplir toi-même les trous du scénario. Sauf que là, dans Broken Flower, dans les Night on Earth et tout ça, t'as un scénario, t'as une histoire sur laquelle tu peux projeter des choses, te dire ah ok c'est pas... Là en fait tout est tellement abstrait et minimal qu'on est on est carrément sur de la non histoire. Mais par contre c'est quoi ce thriller qui dure 4 minutes là? On est pratiquement sur de la non histoire qui te fait que ouais c'est compliqué. Moi je suis je vous avoue, j'ai été un peu perdu dans ce film, hein. Parce que la photographie a beau être magnifique. Pour moi, on est sur un des plus beaux films de Jim Jarmusch d'un point de vue visuel. Une mise en scène qui met vraiment bien en valeur les villes dans lesquelles il va.
des vrais super beaux moments de mise en scène parce qu'en fait quand il attend entre les moments où il rencontre des personnages, parce que pareil vous verrez le casting, c'est un gros casting, mais ils apparaissent tous genre 5-6 minutes pour faire un dialogue pompeux sur l'art et après se casser. Et donc c'est ces moments là où tu as du scénario, du contexte un petit peu sur ce qui se passe et sur le discours du film qui me saoule. Mais par contre, ouais, c'est ça Murasuro, mais tu sens qu'en fait c'est un propos sur l'art et sur l'attente parce qu'en fait, entre chaque moment d'attente qu'il a, Isaac de Bancolé, qui en plus, par contre, joue vraiment hyper bien, et qui a vraiment une bonne gueule et ce genre de truc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il visite la ville et il profite de l'architecture, de la musique locale, de peinture. Et t'as beaucoup ce moment où en fait il contemple la chose avec. Et du coup, quand il rencontre les persos avec qui il fait des échanges de messages, ils vont faire un dialogue sur l'art, sur le recyclage des atomes et ce genre de choses. Et je vais pas dire ce qui se passe avec la fin du film, mais la fin du film, t'as une sorte de twist où t'es en mode ah ok, donc on est sur ce genre de personnage là, avec ce genre de relation avec l'autorité gouvernementale, entre guillemets. Parce que pareil, il y a des antagonistes dans le film, mais ils sont antagonistes juste parce que Isaac de Mancolé va faire un truc avec eux, enfin il va se battre contre eux quoi. C'est très parcellaire, trop parcellaire je dirais. Et moi de base, les discours sur l'art, les discours un peu, ouais voilà, figure artistique, où c'est le cœur du film, ça me sort un peu. Là, vu comment c'est fait, j'étais un peu sorti. Reste que le propos, même s'il est un peu dur à saisir, tu sens que c'est un film qui te parle, comme va le faire Lovers Left Alive, dont je vais parler après. C'est déjà un film qui t'amorce une analyse de mais en fait le cinéma tourne à vide, on sait même plus contempler, on sait même plus voir ce qu'il y a d'intéressant et de beau dans les choses, dans le cinéma, dans l'art, dans la musique, et on est subjugué à ouais, des choses inintéressantes. Et le film prend le contrepartie de ça, de te faire une intrigue un peu à la Ghost Dog, d'un professionnel qui va tuer des gens avec des messages qu'il lit, qui bouffe après. Pour moi, c'est une référence à Ghost Dog où il bouffe le message qu'il reçoit des pigeons. Sauf que là, il se passe rien. Et donc, c'est un film que je regrette pas d'avoir vu, qui est visuellement, je le répète, magnifique. Super bande sonore aussi d'ailleurs. Isaac de Mancolé qui parle quasiment pas du film, mais qui explose de charisme et de présence. Mais je trouve ouais, trop dur de capter où il veut en venir, surtout que le film dure 1h50 et c'est un peu long pour ce que c'est. Mais franchement, je trouve que c'est quand même intéressant de le voir et peut-être que c'est moi qui passe à côté et qui suis trop bête pour ça. C'est possible aussi, hein. Donc voilà. Trop élitiste. Il y a un peu un côté élitiste. Mais c'est quand même un délire intéressant. Mais ouais, moi je suis un peu passé à côté. Peut-être que vous passerez pas à côté. Je trouve que c'est quand même intéressant à voir. Mais voilà, et deuxième film, parce que Broken Flower et Limit of Control sont deux films dont je n'avais jamais entendu parler, à part de voir leur fiche sur Sens Critique et tout ça. Mais sinon, j'ai entendu personne en parler de ces films-là. Bah, en tout cas, Murasuro, Inland Empire, moi j'ai adoré Inland Empire, je crois que c'est mon David Lynch préféré, parce que autant je comprends rien à ce qu'il veut dire, par contre, je vis une expérience viscérale, une expérience que j'oublierai pas de sitôt, une expérience où j'ai passé un extrêmement mauvais moment, mais que je retiens parce que c'était un moment intense de cinéma et de mise en scène qui, moi, m'ont soufflé, m'ont littéralement fait suer. Genre, j'ai littéralement j'ai vraiment sué à cause grâce ou à cause d'Inland Empire. Donc, mais ouais, Broken Flower, par contre, moi j'ai adoré. De toute façon, j'en ai parlé juste avant. Et s'ensuit donc que j'ai revu, que j'ai redécouvert. Parce que je rappelle, Jim Jarmusch, j'ai mis longtemps à m'intéresser à sa filmo. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mes deux portes d'entrée, les deux fois où j'ai tenté de regarder, je pense que j'ai fait par les mauvaises portes d'entrée. Parce que mon premier, c'était The Dead Don't Die à sa sortie. Donc déjà, j'avais une cinéphilie qui était différente. J'étais moins habitué à un cinéma un peu plus loin, un peu plus décalé, ce genre de choses. Et donc Dead Don't Die, qui est en plus pas un film, enfin de mémoire, qui est pas un bon film, fait que ah ok c'est ça Jim Jarmusch. Et après du coup je me suis dit bon, tout le monde dit que c'est pas bien, je vais tenter un de ses plus connus, un de ses plus aimés. Lequel c'était à l'époque où je m'intéressais au film? Bah c'était Only Lovers Left Alive. Et je le regarde et je suis en mode oh je me fais chier. Donc là je le revois 5 ans après, parce que je l'ai vu en 2020. Je le regarde 5 ans après, je le revois.
Et je suis toujours pas complètement convaincu par le film, mais là, je profite quand même de son artisanat et déjà de sa beauté mélancolique. Là, du coup, de la pure ambiance cinématographique qui était très réussie dans Limit of Control et qui est aussi réussie dans Only Lovers Left Alive. D'autant plus réussi que là, pour le coup, le propos. Oui, mais oui, non, mais c'est pas son plus connu, mais à l'époque du film, Only Lovers Left Alive était quand même un film qui était sucé, quoi. En tout cas, tous ceux enfin, là où je pouvais me renseigner. Et du coup, Only Lovers Left Alive, pareil, toujours super belle photographie, des acteurs magnétiques, des bons rôles de Jared Leto, des trouvailles visuelles, investir un genre cinématographique marqué qui est celui du vampire euh, en mode jarmouche, euh, et mais là avec des personnages incarnés, et avec un propos où tu vois où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut te faire ressentir avec cette histoire de vampires qui vivent depuis des décennies, enfin, des siècles, et qui sont des artistes, des intellectuels. Et tout le film, c'est genre une réflexion sur la décrépitude de certains et des zombies qu'ils appellent les humains, pour tout ce qui est l'art et même la création humaine, parce que la science est très importante. La science, c'est l'herboristerie, enfin en tout cas connaître les plantes, très important aussi, qui est mis au même niveau que des Schubert. Enfin, Tesla est cité en même temps que Schubert, en même temps que Hamlet, enfin que Shakespeare et ce genre de trucs. Et il y a ce rapport-là à l'art, la mémoire, l'histoire de l'humanité, mêlé à un couple vieux qui se meurt dans un monde qui se meurt et qui, eux, sont entourés par du passé. Jared Leto, il est complètement entouré de vieilles musiques, de vieilles appareils et de ce genre de trucs. Et Tilda Swinton, elle vient à Tanger et elle, c'est plus littérature, quoi. Genre vraiment que littérature. Et ils restent entre eux la nuit à errer. Et ils sont là que par leur amour et l'amour de la création, globalement. Et voilà. À rester dans l'anonymat. Reste que, du coup, c'est un film qui est beaucoup plus accessible en vrai, et beaucoup plus aimable que Limit of Control. Reste que, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un blocage, mais Only Lovers Left Alive, il y a toujours un moment où je suis un peu en mode, c'est très bien ce que je vois, mais je rentre pas totalement dedans. Je sais pas, je suis pas emporté par ce qu'il veut me raconter. Je suis pas. Bah oui, c'est un film de vampire, Only Lovers Left Alive. C'est des vampires, Jared Leto et Tilda Swinton. Je sais pas si vous avez vu avec la bande-annonce, ils boivent du sang et ce genre de trucs. Et, ouais, en fait, voilà, j'ai pas été émotionnellement pris. Quand bien même les personnages sont attachants, c'est hyper bien joué, hyper bien photographié, la mise en scène, euh, très, voilà, très lente, très posée de Jarmouche, passe vraiment bien, mais oui, c'est vrai, Morasoro. Du coup, il est bien casté, hein. Mais voilà, j'ai pas été non plus pris vraiment par ce qu'il veut me raconter. Et voilà, du coup, je reste un peu sur ma faim. Mais ça reste quand même un bon film. Meilleur que dans mes souvenirs. Vraiment, dans mes souvenirs, c'était juste un film chiant, pompeux, de branleur. Bon, finalement, non, c'est pas un film de branleur, c'est un film qui veut quand même te faire ressentir quelque chose et qui est quand même divertissant par tous les dialogues que font les personnages. Même s'il y a un peu un côté name drop facile. Genre, oui, bah oui, John Hurt, c'est lui qui a écrit Hamlet. Et puis Jared Leto, il a connu Tesla. Et puis il a connu Schubert. Et puis c'est lui qui l'a dit de jouer Schubert comme ça et machin. Oui, bon. Genre, voilà. Mais bon. Ben, en fait, Morasoro, c'est simple. C'est qu'en fait, Don Bailo, c'est un film, par exemple, ou Ghost Dog, etc., sur des parcours de personnages où je suis vraiment attaché et complètement pris par ce qu'ils veulent me raconter par exemple, dans Ghost Dog, sur le côté factice et absurde des règles que s'impose la règle de la mafia, la règle du Hagakure, mis en parallèle par, dans Ghost Dog, les cartoons qui obéissent à des règles absurdes. Et ça me touche plus parce que c'est des personnages qui sont pris dans leur propre piège. Alors que Only Lovers Left Alive, c'est Jarmouche qui veut te raconter une réflexion sur l'art à travers des personnages qui ne sont que des vaisseaux de la mémoire humaine, de la mémoire artistique humaine et de création. Donc j'ai aimé, hein. Par contre, j'ai aimé, hein.
j'ai vraiment aimé Only Lovers Left Alive, mais c'est juste que tout ce que veut me raconter le film ne me prend pas émotionnellement comme m'a pris Ghost Dog ou Don Bailo, qui Don Bailo c'est une jolie histoire d'amitié passagère. Et que ce côté passager, ce côté qui qui est un peu la quête secondaire de la vie de ces trois personnages qui se rencontrent, qui auraient jamais dû se rencontrer, me touche. Là, dans Lovers Left Alive, comme c'est essentiellement une contemplation de la création humaine à travers des gens qui ont une mémoire d'éléphant, moi ça me touche moins. Mais c'est un très bon film. Franchement, c'est bien et c'est bien meilleur que dans mes souvenirs. Et je suis content de l'avoir revu et de lui avoir donné sa chance parce que franchement, c'était bien. Voilà. Il y a quand même des moments, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a des moments trop goofy où en fait, du coup, c'est des vampires qui ont des réflexes super rapidement. Et et pour mettre ça en place, mais je pense que c'est voulu, hein, parce que Jarmusch il aime bien mettre des petits moments de comédie, des petits moments absurdes qui décalent un petit peu. Donc c'est ultra goofy, c'est un film qui se prend hyper au sérieux, puis à un moment t'as une image qui est accélérée avec un bruit de un bruit de cartoon et ça m'a surpris. Et la fin est très bien, la fin est super belle où c'est vraiment un couple blasé qui vont donner c'est pas un spoil, hein, mais j'ai envie de parler de la fin qui est quand même super belle où c'est un couple qui commence à mourir de faim, de vampires, et en fait ils vont se nourrir d'un autre couple qui s'aime, mais ils vont pas les tuer, ils vont les convertir en vampires, et pendant qu'ils sont en train de s'embrasser, et donc il y avait vraiment ce côté, ils vont s'embrasser à la vie, et ça renvoie au couple Tilda Swinton et Jared Leto, qui est un couple immortel, qui est vraiment beau. Je pense que ça pourrait être sympa même, parce que le film dialogue beaucoup avec les prédateurs de Tony Scott, je trouve, hein, en tout cas pour le côté histoire d'amour éternel. Sauf que là, dans les prédateurs, c'est relation toxique, égoïsme et vampirisation totale de l'individu par une autre. Du coup, Catherine Deneuve qui vampirise totalement le personnage de David Bowie. Là, c'est des persos qui se respectent et qui s'aiment. Et voilà. Ça reste quand même un film qui vaut le coup d'être vu. Je suis content de lui avoir donné sa chance et d'être bien plus gentil avec ce premier visionnage que j'ai eu 5 ans plus tôt. Ça me rappelle un peu la thématique de l'amour éternel dans le Dracula de Coppola. Oui, bah oui, de toute façon, oui, c'est vrai. De fou. C'est quelque chose de toute façon qui est très... c'est très raccord avec ce côté très... comme le Dracula de Coppola, comme Only Lovers Left Alive. Je sais pas pour les prédateurs si Tony Scott est un grand littéraire, mais voilà. La tragédie, le registre de la tragédie. J'ai terminé la filmographie Jim Jarmusch. J'ai terminé. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était pour Only Lovers Left Alive, qui était une exploration des... une exploration... Tiens, j'ai pas laissé la musique, pardon. Une exploration, une réflexion sur le temps, la musique, la création humaine, tout comme il était aussi Limit of Control. Et on continue là-dedans avec Jim Jarmusch qui va faire un documentaire musical sur Iggy Pop, mais surtout sur la période The Stooges, qui est le groupe d'Iggy Pop qui l'a fait péter et qui est un groupe ultra important. Un groupe ultra important du rock. Je vais être rapidement sur ce film parce qu'en fait c'est un peu chiant. En fait, Gimme Danger commence super bien et un côté très jarmouche avec des personnages marginaux, décalés, bizarres, absurdes, dans un univers qui l'est autant, qui est à dire une Amérique qui crée des parcours comme ceux d'Iggy Pop et ceux de la contre-culture américaine, du rock et tout ça. Par contre, oui, voilà, c'est le mec qui chante dans les anneaux de l'espace, c'est lui qui fait le générique. Ça commence très bien à montrer d'abord la chute, c'est-à-dire le moment où ils sont tous drogués, ils n'arrivent plus à jouer. T'en as un, il retourne chez sa mère, et genre de trucs où c'est la merde. Ils sont filmés là où ils sont interviewés dans des endroits bizarres. Il y en a un, il est au chiottes avec sa guitare. Enfin, il y a un côté un peu chelou, ça commence trop bien. Et après, plus le film, et là après, on bascule sur un film qui est un documentaire musical, un peu pas racoleur, mais qui broche dans le sens du poil. Les Stooges en mode ils étaient trop forts, ils étaient en avance sur leur temps, blablabla. Et ça dure 1h50, 1h40 et
Ça tente de faire des trucs de mise en scène avec du collage d'images, de l'animation, tout ça, mais vu que ça name drop beaucoup, que ça parle pas tant de ce qu'ils ont apporté au rock, en fait ça te met plein d'anecdotes à la chaîne, mais ça te montre pas vraiment en quoi Iggy Pop et The Stooges étaient incroyables. Il te dit assez incroyable et en plus cette anecdote elle est trop drôle et bah du coup je m'ennuie et je ne retire pas grand chose de ce film. C'est dommage, ça commençait bien. En vrai, je vais pas battre les allégations, mais pour moi, Iggy Pop, c'est surtout son feat dans un album de. Je savais même pas qu'il avait feat avec un album de Ryuichi Sakamoto. C'est très précis ce feat. Il faut que je vois son film avec Welbeck. Ben, je ne savais pas qu'il avait fait un film avec Welbeck. Mais ouais, Iggy Pop qui a tourné dans plusieurs films de. Attends, je crois qu'il a tourné dans quelques films de Jim Jarmusch. Donc en fait, c'est un film. C'est vraiment. Il y a tous les ingrédients du film de Jim Jarmusch, mais c'est trop. C'est trop suceur d'Iggy Pop pour que ça soit vraiment intéressant. Et puis voilà. Et moi, comme je connais pas, je connais très très mal le rock. Alors le rock des années 60-70, j'y connais rien. Et je n'ai rien retiré. C'est pas du tout. À la limite, c'est fait pour les fans. Mais pareil, j'ai lu quelques reviews, quelques critiques. Et même des fans trouvent le film nul parce que ça parle que des anecdotes de merde. Que ça édulcore beaucoup de choses de leur vie. Ce qui fait que ça participe à ce côté suceur. Et que ça met les 3-4 mêmes musiques en boucle. Et voilà. Donc Giving Danger, je ne recommande pas. Par contre, et là, on va parler. Arrive un film qui est sorti du coup en 2016. Putain, mais comment ça? Ce vidéo n'existe pas. Bon. La même année que Gimme Danger, parce qu'en fait, à Cannes, au Cannes de 2016, Jim Jarmusch passe en séance de minuit. Gimme Danger et en compétition, je crois que c'est en compétition, Patterson. Patterson, qu'est-ce Patterson? C'est le meilleur film de Jim Jarmusch, à mes yeux. Adam Driver, poète et un conducteur de bus à Patterson. Voilà. Et du coup, tu vas suivre pendant une semaine Adam Driver conduire son bus, vivre sa vie avec sa meuf dans Patterson au gré de ses poèmes. Et c'est sublime. Il y a ce côté, je trouve, vraiment, vraiment fort de mater ça après toute la filmo de Jim Jarmusch. C'est-à-dire qu'on a un côté film-somme de sa première partie de carrière où il va te parler de la marginalité, du côté absurde, légèrement absurde et décalé de ses personnages, une exploration de tous les genres cinématographiques, western, gangster, film d'évasion, et voilà. L'exploration du coup des genres du cinéma, des paysages de l'Amérique, c'est dans tous les coins de l'Amérique. Et dans sa deuxième partie de carrière, où là il va plus avoir une réflexion un peu pompeuse qui m'a pas trop accroché sur l'art, le temps et la conception de l'art, contempler la création et ce que sont totalement les personnages de Limit of Control et Donnie Lovers Left Alive. Et là, il y a le côté somme, en ayant cette ambiance plus calme, plus posée, d'une vie de classe moyenne pauvre, moyenne basse, d'Adam Driver et de sa femme, tout en étant un poète, un peu à la marge, parce que il écrit des poèmes à Patterson, ce qui est un peu bizarre. Il aime pas avoir de téléphone, il a envie de vraiment profiter de son. Regarde, il y a un japonais, poisson, tu vas voir le film du coup maintenant. Et je suis sûr que tu as reconnu l'acteur. Et donc voilà, il y a ce côté réflexion sur le temps, l'art, regarder les choses, apprécier les choses. Et notamment le film va beaucoup avoir de moments de montage avec tous ces enchaînements de plans, de fondus enchaînés, avec du texte et les fondus qui sont vraiment chers à Jim Jarmusch. Il met toujours le Patterson, c'est l'endroit, c'est la ville. Il fait un enchaînement pendant qu'il conduit le bus, du coup en simulant le côté hypnotique, réflexif
de ces trajets-là, quand tu es dans le bus, quand tu penses à autre chose, au gré des poèmes qu'écrit le personnage d'Adam Driver. Mais ce qu'il y a de spécial, il n'y en a pas. Il n'y a rien de spécial dans Patterson. Le film va beaucoup name drop des poèmes, et notamment un poète qui vient de Patterson. Et là, ça vient, la filiation avec le temps qui passe, c'est deux poètes sur des décennies d'écart qui ont comme commun vivre à Patterson et raconter leur vie, leur quotidien. Et le fait que tu as notamment sa femme qui essaie de lui presser, qui est d'ailleurs une artiste aussi, de lui presser de faire des copies de son journal où il écrit ses poèmes pour les envoyer quelque part. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à Only Lovers Afterlife, où tu as le personnage de Tom Hiddleston, du coup, pas Jared Leto, Tom Hiddleston, qui trouve magnifique les artistes qui restent dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'ils sont magnifiques, leur art est magnifique parce qu'ils ne laissent pas d'empreinte, en fait. C'est pur, venant de personnages immortels qui ont laissé leur empreinte dans l'art, parce qu'ils connaissaient les Schubert, les Hamlet et tout ça, quoi. Enfin, les Shakespeare et tout ça. Et ça en fait un film, tout dans un rythme d'ailleurs qui est lent et tranche de vie. Et c'est pour ça, c'est qu'en fait, il y a tout le cinéma de Jim Jarmusch dans un cocon intime, intimiste. Et ça, c'est ça, c'est la scène qui est vraiment à la con. Euh, que je trouve absolument magnifique. À pleurer, quoi. Sur la création et sur le fait de vivre, quoi. Avec une mise en scène qui est pareil, avec des beaux plans bien travaillés qui te montrent la ville. Et le fait que, en plus, Adam Bus Driver conduise dans toute la ville, ça fait que c'est une exploration du quartier, de la ville et des endroits qu'il connaît, sachant que du coup ça se passe pendant une semaine, et il est très routinier, et tu vois beaucoup les moments de routine. Le moment et en fait tu vas toujours les voir, chaque jour tu vas voir le moment où il se lève, où il va parler avec son collègue le moustachu, où il va s'asseoir à un endroit qu'il aime bien. Moi, désolé, moi ça me déglingue. Et dans sa simplicité, dans sa beauté et dans ce côté film somme, je trouve le film fou, en fait. Fou et maîtrisé de bout en bout et magnifique. Et je vais pas aborder la fin, mais il y a une discussion, notamment avec du coup le japonais que vous voyez là, enfin là pas maintenant, mais qui est dans l'abondance. Moi, il y a une discussion avec un japonais. Euh, J'avais les larmes aux yeux, quoi. C'est si beau. Pas vu le film, mais dans la BA, niveau mise en scène et photos, un peu les thèmes, ça me fait penser à Inside Llewyn Davis en moins comique. La photo Inside Llewyn Davis, il y a un côté un peu plus. Il y a une photo qui est très pastel, bizarre, avec une réflexion de la lumière très chelou. D'ailleurs, pas un des premiers rôles, mais avant que Adam Driver était connu, il jouait dans la meilleure scène Inside Llewyn Davis où ils enregistrent une musique de con là. Please, Mr. Kennedy. Oh oh. C'est Adam Driver avec qui chante le personnage. Mais ouais, après la mise en scène est plus simple. Et après, Jim Jarmusch, il a toujours fait une mise en scène qui est simple, mais toujours bien maîtrisée et super belle. Ça met vraiment en valeur le décor, quoi. Ouais, voilà. Le décor, la ville en fait. La ville dans laquelle plein de personnages s'entrecroisent et vivent. Et des destinées qui s'entrecroisent. Parce que Adam Driver n'est pas incroyable, c'est pas un surhomme. C'est juste que sa particularité, c'est quoi? C'est d'écrire des poèmes. Et il va. Voilà, il n'y a rien de plus. Il va pas y avoir de scénario en mode il va essayer de se faire publier. Il y a quelqu'un. Non, il va rien avoir de tout ça. C'est juste lui et sa vie et sa réflexion sur ce qu'il fait, sur ce qui le pousse à alimenter son quotidien. Et je vais pas en dire, il se passe juste un petit truc qui change un peu son quotidien. Et là, ça amorce la fin du film et c'est beau à pleurer. D'ailleurs, lui là, c'est marrant parce que le mec là à gauche là, il joue dans le Collatéral. Du coup, c'est marrant le changement dramatique de registre. C'est un peu Nick Fury s'il n'avait pas percé. Non, je pense pas, je sais pas. Et ouais, voilà, je recommande à mort Patterson. Moi, j'ai vraiment adoré. Et ça fait. Ça,
ça aurait fait une superbe, magnifique fin de carrière si Jim Jarmusch ne s'était pas décidé de faire The Dead Don't Die 3 ans après en 2019, que j'ai revu du coup, que j'avais vu à l'époque de la sortie, que j'avais pas aimé, que j'ai revu, et qui en vrai est moins mauvais que dans mes souvenirs, mais n'est pas non plus très bien. En gros, c'est la planète Terre change de rotation d'axe et ça fout la merde du coup dans l'écosystème et tout ça, et les zombies reviennent à la vie. Les zombies reviennent à la vie dans cette petite bourgade, toujours pareil, côté absurde, décalé, on explore un lieu, un univers, des personnages, des destinées, sauf que il y a beaucoup de personnages, beaucoup de destinées, et ils sont tous inintéressants. Ils sont tous chiants. Le film dure 1h40 et en vrai, il y en a beaucoup qui se sont fait chier dans ce film. Moi, je trouve qu'il n'y a pas le temps de s'ennuyer parce que le côté un peu. Comment on appelle ça? En mode sous perfusion, quoi. Tous les persos sont un peu cyniques en sous-jeu, ironiques tout le temps. Genre, c'est la fin du monde et puis ils regardent ça, ils sont en mode bof, ouais, ok. Et enfin, surtout le duo Bill Murray et Adam Driver qui est quand même sympathique. Sauf que tout le film en fait est en retrait. Et en fait, les moments comiques sont pas vraiment comiques. Et les moments dramatiques badants sont pas vraiment badants. Du coup, t'es sur un entre-deux mou et mollasson. Sachant qu'on est sur du Jarmusch qui fait une réflexion sur l'artificialité du cinéma et sur le côté se foutre de la gueule de son propre projet. Notamment avec des brisages de quatrième mur, à faire des références lourdes. Mais la référence lourde, c'est le message du film qui est totalement aseptisé, mais voulu. Et moi, ce côté lancinant, neurasthémique, un peu drogué bizarre, moi, ça me fait sourire. Mais pendant 1h30, t'as que ça. 1h40, t'as que ça. Avec plein de personnages. Genre, vraiment, t'as des gosses qui sont en maison d'arrêt pour gosses. Ils servent à rien. T'as un Trumpiste qui a une casquette à Make America White Again. Ça sert à rien. Et du coup, tu vois le film, t'es en mode. Bah voilà, j'ai vu le film, voilà, il y a. Bah, le seul que t'as vu sûrement l'un des pires Jarmusch et le moins incarné, le moins intéressant. Et pareil, moi c'était le premier film que j'ai vu de Jimmy Jarmusch. Et du coup j'étais en mode mais c'est quoi ce réalisateur de con? C'était au début de ma cinéphilie. Je crois que j'étais encore au lycée ou alors ouais si je crois que j'étais encore au lycée ou alors un peu après. Et du coup après je vais regarder Only Lovers Left Alive. Pareil trop tôt j'avais pas aimé, du coup j'ai laissé de côté Jarmusch pendant longtemps. Et là je redécouvre aujourd'hui. Et tu vois un peu plus le sel de Jarmusch après toute sa filmo. Mais voilà, c'est ça, Poisson, c'est vu et s'en tape. Parce que il ne fait rien pour t'incarner la chose. Et du coup, t'as des trucs sympas sur le papier, mais qui sont vraiment pas incarnés. Et c'est trop cynique, alors que ça pourrait être l'un peu moins. Et des fois, ça se prend un petit peu au sérieux. Ah non, vraiment, le film. Et finir sur ça, c'est dommage parce que Patterson c'était magnifique, mais sauf qu'il a fait Dead Don't Die. Et voilà quoi. Franchement, je ne le recommande pas. Par contre, regardez tout le reste de ses films. Bah, franchement, tu peux parce que. En vrai, tu peux. Je le recommande pas, mais si t'as envie, vas-y. C'est pas un mauvais moment parce que, comme je l'ai dit, ce côté un peu non-film, ce côté. Ouais, je rose. Ce côté un peu. Ouais, en fait, c'est qu'il y a une retenue volontaire et ironique bizarre qui. Moi, je trouve, il y a un truc dans ce film, mais qui n'est jamais, jamais déployé. Donc, tu peux le regarder par curiosité. Et par contre, moi, le rythme lent, et moi, je l'aime bien. Ça crée un délire. Et en fait, il se passe tellement. En fait, tu passes tellement du coq à l'âne avec plein de personnages différents que t'as pas le temps de t'ennuyer. Et ça coule quand même bien. Et malgré tout, le duo Adam Driver, Bill Murray marche vraiment bien. Il marche vraiment bien. Ouais, Fatness, il a gagné le Lion d'Or. J'ai fait un TikTok là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez le. Enfin, TikTok Shorts, Insta, machin. Vous pouvez voir là-bas. Father, Mother, Sister, Brothers, qui sort début 2025. 26. Le 26 janvier, je crois. Et j'irai le voir. Et voilà, quoi. Du coup, mon top Jiramo, ça serait ça. Mon top 3. Patterson, Night on Earth, Ghost Dog. De toute façon, je pense que je vais
Nouveau film Miami Vice. Ah ouais. Ah oui, par le mec qui a fait Top Gun et tout ça. Ouais, ouais, j'ai pas trop creusé les news là cette semaine, je vous avoue, c'est pour ça que je préfère ne pas en parler plutôt que de faire ça. Après, on pourrait faire. Bon, après, il faudrait que un peu que je le prépare pour voir les trailers de films à venir. Mais quoi que je peux regarder les films qui viennent aussi, là, avec Sens Critique. Mais voilà, globalement, Jim Jarmusch. Mon avis sur Jim Jarmusch et sa filmographie. C'est un réalisateur que, franchement, j'aime beaucoup. Son côté décalé, absurde, et son exploration des genres cinématographiques, son exploration du territoire américain et de ceux qui l'habitent, avec un regard un peu décalé, un peu absurde, toujours avec une maîtrise formelle très très forte, avec un fond sur une réflexion sur le temps et l'existence de ces personnages, que ce soit une réflexion artistique ou alors purement de destinée. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de réflexion artistique. Le personnage joué par dans Night on Earth, joué par Winona Ryder, c'est clairement ça. Elle est à l'interstice de potentiellement devenir une star ou devenir mécano, et elle suit ce qu'elle a toujours voulu être et ce qu'elle avait préparé, c'est-à-dire être mécano. Et pour moi, tout le film est à l'image de ce premier. Jim Jarmusch est à l'image de ce dilemme-là, quoi. C'est. T'as un terrain infini avec l'Amérique et le monde, et il l'explore, en fait. Il l'explore avec toute l'histoire humaine. C'est le film des gangsters mélangé au code des samouraïs. C'est le film d'assassin qui va attendre à Madrid et aller dans des musées, écouter de la musique, observer le paysage. Et ça en fait un réalisateur que je trouve vraiment beau, vraiment fort. Et je suis très très content d'avoir fait cette filmographie. Et en plus, il emmerde Israël et a critiqué fortement Mubi qui a des fonds israéliens. Et d'ailleurs, c'est comme par hasard, quand il a commencé à dire que Mubi et Israël c'est pas terrible, que les films de Jim Jarmusch ont disparu de la plateforme. Coïncidence? Peut-être. Alors, t'as peur pour son prochain? Eh ben en fait, non. Parce que la majorité de ses films sont super beaux. Dead Don't Die, c'était pas terrible. Mais comme là, il revient à un truc dramatique, qui soit pas une sorte de truc cynique chelou, moi je le verrai avec confiance. Mais on sait pas. Parce qu'entre Patterson et Vasseur Mother, ben, il va y avoir 10 ans en fait. Donc, et puis il commence à se faire vieux. Il a quel âge, Jim Jarmusch? Il est né en 53, il a 70 ans en fait. C'est un papy maintenant. 72 ans. 62 ans le gym. Hein. Donc on verra. Je le verrai, je dirai mon avis, mais voilà. Tout ce que me rappelle, c'est que Bill Murray en a à foutre d'être là. Bah, en fait, c'est il a un jeu, il est en sous-jeu en fait. Il est donc comme Adam Driver et tout ça. Donc c'est surtout la direction d'acteur.